Madame, Messieurs, bonjour et merci d'être avec nous une fois de plus pour votre émission Autour du thé. Une fièvre hémorragique avait fait son apparition dans la région de Mopti au Mali, une fièvre qui avait causé la mort de 11 personnes. Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle épidémie et comment s'en protéger? Ce sont entre autres ce dont nous essaierons de comprendre au cours de cette émission avec notre invité, le docteur Nafomon Sougoba, qui est enseignant-chercheur à la faculté de médecine du Point G. Vous aurez le temps de le découvrir juste après ce jingle. Encore une fois, bonjour et merci d'être avec nous. Je vous le disais, ce matin, nous recevons le docteur Nafomon pour parler de la fièvre hémorragique Congo-Crimée. Bonjour, docteur. Bonjour, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que c'est que la fièvre hémorragique Congo-Crimée? Ok, merci, madame. Avant de répondre à votre question, permettez-moi d'abord d'adresser mes salutations à tous les téléspectateurs qui nous regardent et également vous d'adresser vous-même mes remerciements pour cette invitation qui me donne l'opportunité d'expliquer un peu ce que c'est que cette maladie. En fait, la fièvre hémorragique de Crimée-Congo est une fièvre qui est due à un virus du genre Norovirus de la famille des Buniadier. En fait, c'est une zoonose qui est endémique dans la plupart des pays de l'Afrique, d'Asie et même d'Europe. Mais c'est une maladie virale dont l'agent pathogène circule dans la population animale et à laquelle le virus ne fait pas trop de mal. Mais lorsque de façon sporadique que le virus est introduit au sein de la population humaine, qu'elle devient le pathogène devient très pathogène et ça peut amener des flambées épidémiques au niveau de la population humaine qui peut poser une mortalité de 10 à 40%. Donc la maladie, beaucoup se demandent pourquoi Crimée-Congo qui se retrouve chez nous. En fait, le virus a été pour la première fois décrit en Crimée, qui est un pays, la République de Crimée. C'était dans les années 1944. Et après, dans les années 56, le même virus a été isolé au Congo. Donc, finalement, ils ont appelé le virus Crimée-Congo ou Congo-Crimée. C'est la même chose. Voilà en gros ce que je peux dire comme définition par rapport à la maladie. D'accord. Alors, quel est son mode de transmission? Bon, son mode de transmission, elle est selvatique. C'est-à-dire, normalement, c'est un virus qui circule entre la tique, qui est le vecteur, et les animaux. À l'origine, des animaux sauvages. Donc, puisque les virus circulent parmi ces animaux sauvages et l'homme aussi avec les animaux va également faire le berger en brousse. Donc, il peut également entrer en contact avec les tiques et les tiques peuvent également venir se fixer sur les bœufs, les moutons, les chèvres. Et comme ça, va également injecter au niveau de ces animaux le virus. Et maintenant, les bergers, dans les pâturages, peuvent se faire piquer par des tiques. Et maintenant, le virus va passer des animaux à l'homme. Donc ça, c'est une première voie de transmission. Une seconde voie de transmission, comme je l'ai dit, le virus se trouve au niveau des animaux, mais ne les fait pas de mal. Mais lorsqu'on abat ces animaux et qu'on manipule la viande crue, à travers ces contacts, l'homme peut également se faire contaminer. Mais maintenant, quand l'homme est contaminé, la contamination va se faire d'homme à homme.
cela va inclure ceux qui vont s'occuper du malade, aussi bien que ceux qui vont les soigner, c'est-à-dire au niveau des hôpitaux. Donc voilà à peu près les voies par lesquelles on peut se faire contaminer par la maladie. Et aujourd'hui, comment se présentent les symptômes? Quels sont les symptômes aujourd'hui détecteurs de cette épidémie-là, de cette fièvre hémorragique, je peux dire? Ok, bon, par rapport aux symptômes, c'est-à-dire quand vous êtes contaminé d'abord, il y a un temps de latence avant que vous commencez à voir les signes, les symptômes. Si la contamination a été faite par les tiques, c'est-à-dire c'est la tique qui a piqué une personne, il faut attendre 1 à 3 jours pour voir paraître les premiers symptômes, mais ça peut aller jusqu'à 9 jours. Mais lorsque la transmission se fait par contact avec les liquides physiologiques des animaux tels que les urines, les sangs et puis tout ça, il faut attendre 5 à 6 jours, pouvant aller jusqu'à 13 jours pour voir apparaître les signes cliniques. Et ces signes cliniques ressemblent à beaucoup d'autres signes cliniques, ce qui rend un peu difficile les diagnostics au départ. Parce qu'elle va se manifester, comme beaucoup d'autres maladies, par une apparition brutale de fièvre, avec des douleurs musculaires et également avec des raideurs de cou, des douleurs au niveau du cou, et les yeux vont vraiment devenir très sensibles et surtout, ça va devenir photophobes, c'est-à-dire n'aiment pas la lumière. Donc ça, c'est vraiment les premiers signes qui vont apparaître. Et au début, le patient, il va vraiment être très agité, souvent agressif même, à la limite, dans la première semaine. Mais quelques jours après, il va devenir très somnolent, inoffensif. Et c'est en ce moment qu'on va commencer à avoir des édèmes au niveau des muqueuses, c'est-à-dire la bouche et autres muqueuses, et jusqu'au niveau de l'intestin grêle. Lorsque la situation se complique davantage, vous allez voir qu'il y a des vomissements. Et du fait qu'il y a la formation de ces édèmes-là qui vont s'éclater pour libérer du sang, on va vomir du sang. Et même au niveau des selles, vous allez avoir du sang. D'où le nom fièvre hémorragique, parce qu'il y a de l'hémorragie qui est associée un peu à la fièvre. Bon, il y a pas mal d'autres signes, mais bon, voilà principalement ce que je peux vous dire par rapport aux symptômes. Et concernant cette fièvre hémorragique, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des personnes prédisposées à faire cette fièvre-là? Bien sûr, les personnes prédisposées sont généralement ceux qui sont en contact avec les animaux, par exemple les bergers. Vous avez les travailleurs au niveau des abattoirs. Vous avez également les bouchers et même toute personne qui manipule la viande. Vous avez même les agriculteurs qui, dans la brousse, peuvent être en contact avec les tiques, là-bas, peuvent se faire piquer. Mais également les vétérinaires qui vont soigner les animaux ou bien qui vont également assister l'abattage au niveau des abattoirs. Donc, c'est en plus de ceci, lorsque les malades viennent également à l'hôpital, si les médecins ne prennent pas les mesures appropriées, je pense là aussi ils peuvent se faire contaminer. Et c'est cette situation qui devient très compliquée parce qu'on va parler des maladies nosocomiales, c'est-à-dire du malade au médecin, et les médecins peuvent aussi transmettre ça à un autre malade. Et est-ce qu'aujourd'hui, les personnes qui ont des animaux domestiques chez eux sont également concernées par cette fièvre-là? Bien sûr que oui, c'est pourquoi on n'encourage pas vraiment l'élevage domestique. Parce que beaucoup de germes qui sont des germes au niveau des animaux passent au niveau de l'homme à travers les contacts avec les animaux. Je vous ai dit que même ces virus-là circulent parmi les animaux. Vous avez les moutons, ceux qui élèvent les moutons de Tabaski et des choses à la maison. Et si vous ne les traitez pas pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de tiques
et que également vous avez des chèvres. Certains vont jusqu'à garder des bœufs dans la famille. Donc tout ça, c'est des facteurs de risque qui vous exposent pratiquement pas à cette maladie seulement, à beaucoup d'autres zoonoses. Comment est-ce qu'aujourd'hui on peut se protéger de cette fièvre hémorragique-là? Bon, pour se protéger, je vous l'ai dit tantôt, c'est éviter les contacts et avec les tiques et avec les animaux infectés. Et pour se protéger contre les tiques, généralement on conseille, si vous devez aller en brousse, il faut porter des habits à manches longues, des pantalons très longs. Il faut également porter des habits blancs, parce que lorsque vous avez des habits blancs, dès qu'il y a un autre truc tel qu'une tique qui se pose, donc vous pouvez facilement et rapidement voir et vous en débarrasser. Et également, les bouchers, il faut se protéger avec des gants, au niveau des abattoirs aussi bien qu'au niveau de la vente des produits. Et même au niveau des ménages, pour manipuler, les femmes coupent la viande crue, tout ça, c'est mieux si c'est possible de porter des gants et surtout d'éviter de se faire blesser avec un couteau. Donc, est-ce à dire par là qu'il n'y a pas de mesures concrètes pour savoir si une viande est contaminée ou pas? À part un examen de laboratoire qu'on appelle les tests de diagnostic, même quand une personne est malade, pour le savoir, il faut prélever et aller analyser ça au niveau du laboratoire pour savoir qu'est-ce que c'est. C'est pourquoi aujourd'hui, quand vous allez vous présenter pour dire que j'ai de la fièvre, souvent, on ne peut pas vous dire tout de suite c'est dû à telle ou telle chose. C'est pourquoi on va vous donner des bulletins d'analyse, il faut aller voir, parce que les maux de tête peuvent être dus à pas mal d'agents pathogènes qui circulent. Donc, si vous commencez à traiter la personne sur la base des présomptions, souvent vous pouvez passer à côté. Surtout présentement où on est en train d'assister à de plus en plus d'apparitions de nouvelles maladies qui, je ne sais pas si elles étaient ignorées ou si c'est à cause des conditions environnementales, socio-environnementales actuelles qui font qu'on commence à avoir ces maladies-là en tout cas. Et je disais à l'entame de l'émission que la fièvre Congo, il y a un mois, a été découverte dans la région de Mopti. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà comment ça s'est passé? Comment est-ce qu'elle est arrivée dans la région et comment les spécialistes de la santé ont pu détecter l'hémorragie en elle-même? Ok, comme je vous l'ai dit au début, c'est un virus qui circule dans pas mal de pays d'Afrique, d'Europe et d'Asie. Et ce virus-là circule au niveau des animaux. Le cas qui est arrivé dans la région de Mopti, plus précisément à Kourianzé, le premier cas a été un berger de 39 ans qui a commencé à se plaindre des signes dont j'ai parlé plus haut. Et maintenant, on a essayé de s'occuper de lui. Comme vous le savez, généralement, quand quelqu'un est malade dans les villages, c'est les femmes qui vont s'occuper de lui, de laver ses habits. Et excusez-moi, même s'il ne peut pas se déplacer, même les déchets, tout ça, c'est les femmes qui s'en occupent. Donc, c'est ce qui est arrivé. Et le monsieur, quand il est tombé malade, c'est les dames qui ont pris soin de lui. Et quelques jours après, le monsieur est décédé. Et quand le monsieur est décédé, 2 ou 3 jours comme ça, les mêmes symptômes ont commencé à apparaître chez la femme qui s'occupait de lui. Donc, quelques temps après également, elle aussi, elle est décédée. Et par sa suite, il y a eu 3 autres femmes de la même famille qui l'ont suivi. C'est ce qui a vraiment donné l'alerte aux autorités qui maintenant ont pris les mesures idoines pour envoyer une équipe d'investigation sur le terrain qui a maintenant essayé de demander à tous les cas suspects, autrement dit tous ceux qui se sentiront un peu mal
des douleurs, des têtes, des douleurs musculaires et choses, on les considérait comme des cas suspects, donc on les dirigeait vers les centres de santé, on les prélevait et on cherchait dans leur sang si jamais ils n'ont pas la maladie. Si c'était le cas, ils ont été traités. Bon, et c'est comme ça qu'on a pu sauver beaucoup de personnes. Sinon, au départ, il y a eu ces 5 cas qui ont tous été morts au niveau de leur village. Mais quand on les a amenés au niveau des centres de santé, c'est en ce moment qu'on a pu limiter la mortalité. Et aujourd'hui, quelles sont les mesures prises par les autorités en charge de la santé pour éviter la propagation de cette fièvre-là? Parce qu'on sait qu'il y a eu l'épisode Mopti, mais après le cas Mopti, on n'a pas eu d'écho comme quoi il y avait eu d'autres cas et retrouvés ou sinon signalés dans d'autres localités. Quelles sont aujourd'hui les mesures prises pour éviter la propagation d'eau? Bon, les mesures prises ont été celles qui sont déjà en cours au pays. Comme vous le savez, depuis l'avènement de Ebola, il y a eu des mesures, des directives qui ont été prises par l'État. Et normalement, dès qu'une situation de ce genre s'observe, on réactive ces structures. Et surtout que, compte tenu du fait qu'il y a pas mal de maladies qu'on rencontre chez les animaux qui, de façon accidentelle, se retrouvent chez les hommes, on a décidé au niveau du gouvernement de créer une structure nationale qu'on appelle le Global Health Agenda, c'est-à-dire une seule santé, plateforme une seule santé, que ce soit vétérinaire ou les médecins, des personnes, les agriculteurs, tout le monde, il y a un comité de gestion qui est là. Parce que, imaginez dans cette situation, il y a non seulement le ministère de l'élevage qui est interpellé parce que ça circule chez les animaux. Je vous l'ai dit, le ministère de l'agriculture est interpellé parce que même les paysans, ils ont des animaux aussi, ils vont en brousse. Et encore le ministère de la Santé parce que ça peut provoquer des décès au niveau de la population humaine. Donc c'est l'ensemble de ces mécanismes déjà en place qui ont été réactivés rapidement. Et c'est ce qui a permis de circonscrire rapidement et de maîtriser un peu la situation. Mais pour le moment, c'est encore en état d'observance, mais on n'observe plus de nouveaux cas pour le moment. Est-ce à dire que la fièvre hémorragique Congo-Crimée n'est plus au Mali? Non, je ne dirais pas n'est plus au Mali, parce que je vous ai dit, ça circule chez les animaux. Et une étude que nous avons menée, en collaboration avec les laboratoires centrales vétérinaires, qui a collecté des échantillons au niveau des bovins à travers toutes les régions du pays. Et lorsque nous avons analysé ces prélèvements de sang, il n'y a pas une seule région où on n'a pas trouvé que ce virus-là circule dans la population animale. Donc, les virus, on peut dire, on a une situation endémique, mais les épidémies apparaissent lorsqu'il y a un certain nombre de conditions qui sont réunies. Donc, ceci va provoquer, faire en sorte qu'il y a un niveau élevé de pathogénicité d'une des souches pour provoquer la flambée d'épidémie. Sinon, le virus circule en sourdine au niveau du pays. Donc, c'est mieux d'être vigilant plutôt et être prêt à réagir dès qu'il y a un cas d'épidémie qui apparaît. Vous êtes enseignant-chercheur, je le rappelle, et donc virologue, donc spécialiste des maladies virales. Est-ce qu'aujourd'hui, selon vous, il y a un lien, sinon une similarité entre Congo-Crimée et le coronavirus? Bon, les similarités vont se situer à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est que le coronavirus également est un virus qui circule, du moins disons, au niveau des animaux.
Et c'est l'homme, par son contact avec les animaux, peut s'infecter. C'est lorsque l'homme est infecté que la situation devient très très dangereuse, parce que nous sommes très proches les uns des autres, très en contact, et facilement on se fait contaminer les uns des autres. Donc tout comme la fièvre Crimée-Congo, le coronavirus également circule au niveau des animaux. Le deuxième point, c'est que c'est également une maladie virale, et pour le moment, il n'y a pas de vaccin, et les symptômes sont similaires à quelques différences près. Avec coronavirus, peut-être vous avez l'écoulement narine, sinon vous avez également des céphalées, vous avez les courbatures, tout comme le rhume ordinaire que nous observons. Donc vous voyez, ça peut vous causer les mêmes céphalées, les mêmes courbatures, les mêmes trucs, mais avec le coronavirus, vous allez peut-être avoir des écoulements nasales qui peuvent faire là. Mais sinon, c'est pas très loin les uns des autres. C'est pourquoi je disais au début qu'on ne peut pas commencer à traiter les fièvres sur la base de la présomption, sans donner un bulletin d'analyse pour savoir à quoi est due votre fièvre. C'est ce qui a fait même qu'on a amené les tests rapides au niveau du palu, qui est vraiment très très important chez nous. Au lieu d'attendre longtemps, même dans les coins de bourse aujourd'hui, vous partez en 5 minutes, on vous pique les doigts, on met les sangs, et puis si c'est le palu, on peut le savoir. Si ce n'est pas le palu, ça va permettre maintenant d'orienter les médecins vers d'autres sources, d'autres maladies qui peuvent provoquer ces fièvres-là. D'accord. Alors, si je comprends bien, la fièvre Congo-Crimée, tout comme le coronavirus, on sait que le coronavirus, il n'y a toujours pas eu de vaccin à cela. Est-ce que c'est valable aussi pour la fièvre Congo-Crimée? Oui, pour la fièvre Crimée-Congo également, il n'y a pas de vaccin, il n'y a même pas de traitement adéquat. On fait des traitements de soutien pour permettre aux malades de remplacer les pertes de sang ou bien les pertes de liquide et d'apaiser la fièvre et tout ça. Sinon, pour le moment, il n'y a pas de médicaments spécifiques bien connus. Et il n'y a pas de vaccin pour l'émission tire vers sa fin, Dr Nafomon. Quel est votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est un conseil à l'endroit de la population. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez que nous vivons de plus en plus en proximité avec les animaux. Si on n'a pas un chien, on a un mouton, on a un chat, on a des bœufs même. Souvent même, certains font l'élevage des poules dans leur maison. Donc, c'est des situations qui exposent la population à ces pathogènes qui, normalement, sont d'origine animale. Donc, tant que l'homme ne rentre pas dans les cycles de transmission d'animal à animal, on sera quitte. Mais dès que l'homme rentre dans ces cycles, donc ça peut passer chez nous, les humains. Et nous sommes en train de travailler pour pouvoir quand même donner l'alerte aux autorités, pour dire qu'il y a pas mal de maladies virales qui circulent dont on ignore. Donc je pense que c'est mieux, aussi bien les autorités que la population prennent des précautions et des mesures idoines pour éviter trop de contacts avec ces animaux, ou si on doit les faire, de se protéger, ou au moins de bien traiter les animaux comme on traite les hommes. Sinon, si vous ne traitez pas bien votre animal, il peut également vous amener de la maladie. Alors, merci beaucoup, Dr Nafomon. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur et virologue
à la faculté de médecine de Point-G. Chers téléspectateurs, c'est ici que prend fin cette émission. Merci à vous de nous rester fidèles et je tiens également à remercier l'hôtel Bona qui nous offre ce somptueux cadre pour l'émission. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure sur la même chaîne. Au revoir et portez-vous bien.